Philippe Almeras et Gabriel Kinsa. Philippe Almeras, dans Je suis le bouc, publié chez De Noël, démontre que l'antisémitisme de Céline, contrairement à ce que certains admirateurs complaisants ou indulgents ont voulu faire, eh bien, il démontre que l'auteur du Voyage au bout de la nuit, son racisme, c'est pas ou son antisémitisme, c'est la même chose, c'est pas un coup de folie, c'était pas un coup de folie, un accident intellectuel. Cet antisémitisme, il s'enracine en profondeur dans une certaine culture, entre guillemets, française, dans des préjugés, des influences, hélas, bien anciennes. Alors, du passage Choiseul, où Céline passa son enfance, à la rue du 4 septembre, il n'y a que quelques pas que je franchirai. Vous voyez que j'ai l'art des transitions. Je suis le bouc, Philippe Almeras, c'est le titre du livre de cet essai sur l'antisémitisme de Céline et l'antisémitisme, pour être plus exact. Alors, c'est tiré d'une lettre à Le Vigan qu'avait adressée Céline. Et à Paras. Alors, 20 ans que ça dure, que ce soit sous l'occupation à Sigmar, c'est-à-dire Sigmaringen, où il y avait de tristes mémoires le gouvernement en exil de la France Collabo, ou à Montmartre, je suis le bouc. Alors, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'il se veut être le bouc émissaire, alors que dans les années qui précédaient, sombres années, les boucs émissaires de la société française, c'était les Juifs, et Céline a contribué à leur persécution. Oui, mais alors, là, vous d'abord, il dit ça en 49, 45-49, déjà 4 ans sont déjà passés. Il y a eu les 4 années dont vous parlez, mais il avait publié ses pamphlets, sauf les Beaux Draps 41, il les avait publiés en 37 et en 38, donc il parlait de l'avant-guerre. Ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les témoins de cette époque ont perdu la mémoire ou en ont changé. C'est-à-dire que les gens qui avaient lu Céline à cette époque-là ont oublié qu'ils l'avaient lu ou ils ont eu une lecture différente. C'est l'exemple de Simone de Beauvoir qui disait que c'est à partir de Mort à crédit qu'elle s'était rendue compte de quelque chose à cause du mépris que Céline manifestait pour les petites gens. Petites gens n'aurait pas été un terme célinien. Et puis deuxièmement, dans Mort à crédit, ça commence par une admirable page sur pauvre Madame Vitruve, la concierge, qui va mourir, et c'est un très beau morceau de compassion de Céline. Donc, le témoignage est faux. Pourquoi est-ce que Simone de Beauvoir a besoin de cette lecture rétrospective? C'est parce que Sartre a pris dans La nausée une phrase du 3e acte de l'Église, publiée en 33. Qui est une pièce antisémite. Le 3e acte. Le 3e acte. Non, ouais. pas tout à fait. Le 3e acte est antisémite. Le héros du 3e acte s'appelle Judensweg, ce qui, je veux dire en bon français, le but juif. Et Sartre était germanisant, il pouvait donc lire ça. Alors, on a dit, j'ai entendu dire par des Céliniens, que Sartre n'avait pas lu la pièce, que c'est suggéré que Simone de Beauvoir elle avait lu pour lui, et lui avait donc passé une réplique de Judensweg. Autrement dit, nous avons affaire à des témoins, des faux témoins. Bon, des faux témoins, c'est-à-dire des gens qui ont une mémoire sélective et qui font une coupure entre le Céline du voyage et le Céline de Mort à crédit et le Céline des pamphlets. Et le Céline de toujours, parce que vous restituez Céline dans une culture française, entre guillemets, antisémite. Vous remontez très loin, vous dites, vous remontez à la belle époque. Il y a des raisons externes, comme on dit, et des raisons internes. Les raisons externes, c'est qu'il y a les premières manifestations du non-gauchisme de Céline, c'est dans les lettres à Élifort, qu'on date, qui sont toujours datées. Grand historien d'art, faut préciser qu'il était Élifort. Dans lesquelles Céline dit, il parle du super con Aragon, dit, moi qui joue pas mal du grand piano, je ne vais pas jouer avec cette bande d'idiots. Il dit aussi, le peuple n'existe pas, ça n'est que cette tourbe, etc., etc., etc. Et il dit, nous allons vers la dictature, nous courons, etc., etc. Élifort essaie de l'embringuer dans l'association des artistes et écrivains révolutionnaires. Et Céline, regimbe, ne veut pas. On date ces lettres de 34, c'est-à-dire d'après le 6 février. J'ai prouvé pour ma part qu'elles datent elles sont contemporaines de Voyage au bout de la nuit. Céline envoie son livre à son confrère Faure, qui était médecin, et Faure lui répond, et la correspondance démarre de cette façon-là. Donc, Céline a déjà des positions très
particulière, et en tout cas il n'est pas un homme de gauche comme tout le monde le dit et le répète, dès 1932. Et puis vous trouvez alors dans Voyage au bout de la nuit, page 72 de l'édition, cette fameuse phrase, cette fameuse petite phrase que j'ai répétée pendant 15 ans sans que ça intéresse qui que ce soit, qui est une signature, qui est déjà notre après-guerre faisait de ses premiers pas sur une musique négro-judéo-saxonne. Bon, tout le monde, tous les contemporains, Sartre, pour revenir à lui, Simone de Beauvoir, tous les gens, Lévi-Strauss, tous les admirateurs de voyage sont passés sur cette phrase sans qu'elle l'échappe. Alors, comment on peut expliquer ça, justement? Comment l'antisémitisme de Céline, qui avait été quand même dénoncé par certains, ou qui avait été entrevu, par exemple, Prévost, bon, c'est un petit peu après, ou alors un certain Kaminski qui avait écrit Céline en chemise brune. Il y a des gens. C'est bien plus tard, c'est au moment des pamphlets, Kaminski. Mais Kaminski, c'est quand même la guerre n'est pas encore venue, les persécutions sont déclenchées en Allemagne, et il y a un intellectuel d'origine allemande qui a le courage de dire Céline en chemise brune. Il n'a pas attendu les années 50 ou 70 pour le dire. Oui, mais son livre, c'est un petit ride sur l'eau. Alors que Bagatelle, c'est un énorme succès de librairie. Oui. Donc voilà. Comment ça se fait qu'il y a cet aveuglement des intellectuels français? Prévost, c'est plus intéressant parce que il a une tribune qui n'est pas énorme, mais il dénonce l'Église. Or, la pièce de Céline. La pièce de Céline, que le Canard enchaîné adore, en regrettant qu'elle ne soit pas jouée. Donc, ce que je veux dire, c'est que les sensibilités n'étaient absolument pas les mêmes à cette époque-là. Comment ça se fait, justement? Comment vous expliquez ça, vous, Philippe Alméraz, qui est spécialiste de Céline? Ça par le fait que les temps changent et qu'il y a des... Alors, il faut repartir, je repars tout à fait en arrière, puisque Céline est née l'année où le capitaine Dreyfus a été arrêté. Il est né à la naissance de l'affaire Dreyfus. Il a baigné pendant toute son père, on le sait, même s'il en a fait une caricature que peut-être exagéré, son père était anti-franc-mac, anti-juif, peut-être anticlérical aussi. En tout cas, son père était un peu surexcité. Et Céline... C'était la mentalité de beaucoup de boutiquiers. Hein. C'était banal. Oui. On a peut-être oublié que le conseil municipal de Paris, au début du siècle, était à majorité antisémite. Il y avait des conseillers municipaux un parti antisémite et la majorité du conseil municipal. Il a vécu. Et surtout, alors, on a oublié quelque chose. Il ne faut pas uniquement expliquer les choses dans une seule direction. L'antisémitisme, selon moi, la nouvelle phase d'antisémitisme qui précède l'affaire Dreyfus est un contre-coup de l'offensive anticléricale. Il est très clair. En 1880, il y a les lois Ferry qui sont des lois d'exception. On a oublié les mesures d'exception contre les croyants et les prêtres. Les congrégations. Les congrégations et les prêtres. Les prêtres n'avaient pas le droit de se présenter à l'agrégation. Il y avait des lois d'exception. Il y avait des lois d'exclusion. On a oublié. Bon, ceci dit, il y a une chose moi qui me titille dans votre livre, qui ne me choque, enfin, je ne sais pas, peut-être ça me choque. Je me pose des questions. C'est que vous renvoyez, j'ai le sentiment que vous renvoyez dos à dos les positions antisémites donc des réactionnaires qui disent nous sommes persécutés par les juifs et les lois anticléricales c'est à cause des juifs, des francs-maçons et ça remonte à avant la Révolution, au siècle des Lumières, etc. Ouais. Et en face, les laïcs, les républicains qui vont être Dreyfusards. C'est très bizarre votre opposition parce que c'est comme ils pèsent pas aussi lourd dans la balance. Oui, l'antisémitisme. Non, mais l'antisémitisme de cette époque est infiniment plus puissant que le courant inverse. Ça dépend dans la société française. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Si vous aviez vécu à Paris en 1905-1906 avec les inventaires où on a tué, ma paroisse c'était Saint-Pierre-de-Gros-Caillou, on a tué quelqu'un sur les marches Saint-Pierre, j'étais pas là pour le voir, mais on a tué des gens pour des histoires religieuses, il faut pas oublier. C'était une époque très violente, voilà ce qui m'intéresse. Et puis, deuxièmement, et peut-être plus important, il faut pas dire droite, antisémitisme, gauche, laïcisme, c'est pas vrai. Vous avez des gens, beaucoup, l'antisémitisme était d'abord de gauche, était d'abord d'une certaine gauche. Je suis pas du tout d'accord. Vous prenez des gens comme Eugène Sue, vous prenez des gens comme Ernest Cœur de Roy, qui étaient des pamphlétaires qui se revendiquaient libertaires et anarchistes. Nous, ont commencé dans la réaction et ensuite ont gardé jusqu'à la fin de leur vie. Oui, mais ils ont eu une première réaction au moment de l'affaire Dreyfus. La gauche a attendu. Ils n'étaient pas très convaincus. Ils ne voulaient pas s'en Jaurès n'était pas Dreyfusard. Il a mis du temps. Jaurès était anticlérical.
etc., etc. Vous avez toutes ces choses. Les Juifs, c'était des petits Rothschild. S'ils étaient modestes, c'était des petits Rothschild, autrement, c'était des grands Rothschild. Ils assimilaient le pouvoir de la banque. Complètement. N'oubliez pas non plus l'effet de la défaite de 70. Les Juifs venaient d'Alsace ou d'Allemagne, c'était donc des Allemands potentiels, c'était donc des traîtres potentiels. Il y avait une assimilation. Et alors, vous aviez donc des nationalistes qui étaient antisémites, mais il est prouvé sociologiquement que l'antisémitisme était d'abord un phénomène populiste. Les grandes familles, l'aristocratie n'était pas antisémite. Je cite, je crois, dans mon livre, toute une série. Ils étaient antisémites, mais ils épousaient le sac. C'est très ambigu. Oui. Le duc de Gramont a épousé une fille de banquier, la Rochefoucauld épousait, etc., etc., etc. Ils fumaient leur père, comme on disait. Bon, il suffit de lire Proust pour voir que c'est pas aussi clair que ça. Mais revenons à Céline. Donc, Céline, c'est ce terreau-là. Donc, Céline, c'est le terreau. Mais alors, il faut pas pousser les choses d'une façon trop mécanique. Tous les gens qui sont nés l'année où le capitaine Dreyfus a été arrêté ne sont pas devenus antisémites. Non, mais je parle des influences. Oui, mais il est très clair que c'est l'espèce de compost sur lequel il est né. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que le climat polémique. Il y a une chose que je ne vous vois pas souligner et expliquer, c'est que, je ne vais pas défendre Céline, c'est un monstre antisémite, mais bon, c'est qu'il a commencé par faire une thèse sur Semmelweis, qui est un juif qui a été brimé à Vienne pour avoir découvert qu'il fallait un minimum d'antiseptie, et donc il a été foutu à la porte et est devenu fou. Or, il fait de Semmelweis un juif, un héros. Mais il ne dit jamais qu'il est juif, hein, je crois pas. Il fait bien voir qu'elle est... Si, il y a quand même... Ah oui. Ah bon? Ah oui. Si, parce qu'on voit bien qu'il est brimé et écarté, si. Ou alors, faut être aveugle pour pas comprendre que c'est... Mais Céline est ou n'est pas antisémite suivant la période, je crois. Il est... Suivant la période, comme toute la France. Non, mais il est intéressant de voir que d'un seul coup, les gens ont le courage de leurs opinions quand la masse va adopter ses opinions. Bizarrement, Céline va se déchaîner dans ses pamphlets quand vraiment ça craint, comment dire aujourd'hui, pour les Juifs. C'est-à-dire que Hitler est au pouvoir en Allemagne, les Allemands de l'opposition et Juifs commencent à fuir, les intellectuels, et à ce moment-là, ces intellectuels français retrouvent du courage, alors que l'antisémitisme après la guerre, en 1920, retombe un petit peu. Il y a eu l'union sacrée. L'anticléricalisme est mort, l'antisémitisme est mort. Il y a eu l'union sacrée, il y a eu la grande boucherie qui a réconcilié tout le monde. Et puis, il y a une période de grâce qui dure jusqu'aux années 30, où on est antisémite, on n'aime pas... on le manifeste. Céline, dans des lettres, dit Vinclair et ce juif tortillon, quelque chose de ce genre. Sont des petites notations comme ça. Et puis, arrive la période, le Front Populaire, à direction Blum, et ça, et là, ça se déchaîne. Là, il l'ignominie, d'ailleurs, c'est de hurler avec les loups et de dire plutôt Hitler que Blum, quoi. Voilà. Plutôt Hitler, il l'écrit. Il y a une chose qui sur laquelle j'ai fait mon examen de conscience, parce que votre livre pose bien la question du silence et de l'oubli de son antisémitisme. Il y a une chose très étonnante à la Libération, enfin en 1945, quand j'ai commencé à lire, d'abord on ne trouvait plus Céline dans les librairies, et j'ai même pas songé à lire Céline. Pour moi, c'était un monstre dont on m'avait parlé. Bon, bizarrement, à partir de 1960, je me suis mis à lire Le Voyage au bout de la nuit, j'ai eu un choc extraordinaire, puis mort à crédit, et j'ai fait ensuite une émission à la télé, alors que à la télé, on ne parlait pas encore de Céline. Il y avait eu juste l'interview par Powells. Donc j'ai fait 2 heures sur Céline, mais seulement en 1969. Donc j'ai attendu. Mais je crois à me rappeler que dans cette émission pendant 2 heures, je ne fais aucune allusion à l'antisémitisme de Céline. C'est-à-dire qu'il y avait de ma part une censure qui était de dire... On va pas revenir là-dessus. Et je crois que nous étions nombreux. On lisait Céline, nous en laissons tomber la part antisémite. Et je crois que tout ça a changé quand Le Pen est arrivé. Que tout d'un coup, on s'est dit, mais attention là, c'est un peu trop facile d'oublier ce que Céline a écrit. Moi, je me souviens avoir vu une émission sur Le Pen de télévision où la caméra se fixait sur un rayon de bibliothèque sur lequel il y avait les œuvres complètes de Céline. Dont les pamphlets. Alors, dernière question, c'est pour la réédition des pamphlets.
Avant un peu de musique pour radoucir l'ambiance. Vous êtes pour la réédition des pamphlets antisémites de Céline ? Absolument, je ne suis pas pour les livres interdits, ni brûlés. Et à mon avis, c'est désamorcé. C'est pas interdit. Comment ? C'est interdit à la C'est pas interdit, c'est interdit par les ayants droit. Par sa veuve. Par sa veuve. Et vous, Michel, vous êtes pour ou contre ? Je suis assez partagé parce que... Non, je suis pas pour. Enfin, je ne l'interdirai pas. Bon, on aura l'occasion de reparler, hélas, de ce problème. Philippe Alméraz, Je suis le bouc, Céline et l'antisémitisme, chez De Noël. Et les invités de ce soir sont Philippe Alméraz et Gabriel Kinsa. Philippe Alméraz, dans Je suis le bouc, publié chez De Noël, démontre que l'antisémitisme de Céline, contrairement à ce que certains admirateurs complaisants ou indulgents ont voulu faire, eh bien, il démontre que l'auteur du Voyage au bout de la nuit, son racisme, c'est pas ou son antisémitisme, c'est la même chose, c'est pas un coup de folie, c'était pas un coup de folie, un accident intellectuel. Cet antisémitisme, il s'enracine en profondeur dans une certaine culture, entre guillemets, française, dans des préjugés, des influences, hélas, bien anciennes. Alors, du passage Choiseul, où Céline passe à son enfance, à la rue du 4 septembre, il n'y a que quelques pas que je franchirai. Vous voyez que j'ai l'art des transitions. Je suis le bouc, Philippe Alméraz, c'est le titre du livre de cet essai sur l'antisémitisme de Céline et l'antisémitisme, pour être plus exact. Alors, c'est tiré d'une lettre à Le Vigan qu'avait adressée Céline. Et à Paras. Alors, 20 ans que ça dure, que ce soit sous l'occupation à Sigmar, c'est-à-dire Sigmaringen, où il y avait de tristes mémoires le gouvernement en exil de la France Collabo, ou à Montmartre, je suis le bouc. Alors, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'il se veut être le bouc émissaire, alors que dans les années qui précédaient, de sombres années, les boucs émissaires de la société française, c'était les Juifs, et Céline a contribué à leur persécution. Oui, mais alors là, vous d'abord, il dit ça en 49, 45-49, déjà 4 ans sont déjà passés. Il y a eu les 4 années dont vous parlez, mais il avait publié ses pamphlets, sauf les beaux draps 41, il les avait publiés en 37 et en 38, donc il parlait de l'avant-guerre. Ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les témoins de cette époque ont perdu la mémoire ou en ont changé. C'est-à-dire que les gens qui avaient lu Céline à cette époque-là ont oublié qu'ils l'avaient lu ou ils ont eu une lecture différente. C'est l'exemple de Simone de Beauvoir qui disait que c'est à partir de Mort à crédit qu'elle s'était rendue compte de quelque chose à cause du mépris que Céline manifestait pour les petites gens. Petites gens n'aurait pas été un terme célinien. Et puis deuxièmement, dans Mort à crédit, ça commence par une admirable page sur pauvre Madame Vitruve, la concierge, qui va mourir, et c'est un très beau morceau de compassion de Céline. Donc, le témoignage est faux. Pourquoi est-ce que Simone de Beauvoir a besoin de cette lecture rétrospective? C'est parce que Sartre a pris dans La nausée une phrase du 3e acte de l'Église publiée en 1933. Qui est une pièce antisémite. Le 3e acte. Le 3e acte. Non, ouais. pas tout à fait. Le 3e acte est antisémite. Le héros du 3e acte s'appelle Judensweg, ce qui, je veux dire en bon français, le but juif. Et Sartre était germanisant, il pouvait donc lire ça. Alors, on a dit, j'ai entendu dire par des céliniens, que Sartre n'avait pas lu la pièce, que c'est suggéré que Simone de Beauvoir, elle avait lu pour lui, et lui avait donc passé une réplique de Judensweg. Autrement dit, nous avons affaire à des témoins, des faux témoins. Bon, des faux témoins, c'est-à-dire des gens qui ont une mémoire sélective qui font une coupure entre le Céline du voyage et le Céline de Mort à crédit et le Céline des pamphlets. Et le Céline de toujours, parce que vous restituez Céline dans une culture française, entre guillemets, antisémite. Vous remontez très loin, vous dites, vous remontez à la belle époque. Il y a des raisons externes, comme on dit, et des raisons internes. Les raisons externes, c'est qu'il y a les premières manifestations du non-gauchisme de Céline, c'est dans les lettres à Élifort, qu'on date, qui sont toujours datées. Grand historien d'art, faut préciser qu'il est Élifort. Dans lesquels Céline dit, parle du super con Aragon, dit, moi qui joue pas mal du grand piano, je ne vais pas jouer avec cette bande d'idiots. Il dit aussi le peuple
peuple n'existe pas, ça n'est que cette tourbe, etc., etc., etc. Et il dit, nous allons vers la dictature, nous courons, etc., etc. Élie Faure essaie de l'embringuer dans l'association des artistes et écrivains révolutionnaires. Et Céline Regimbe ne veut pas. On date ces lettres de 34, c'est-à-dire d'après le 6 février. Il est... J'ai prouvé pour ma part qu'elles datent juste, elles sont contemporaines de Voyage au bout de la nuit. Céline envoie son livre à son confrère Faure, qui était médecin, et Faure lui répond, et la correspondance démarre de cette façon-là. Donc, Céline a déjà des positions très particulières, et en tout cas, il n'est pas un homme de gauche, comme tout le monde le dit et le répète, dès 1932. Et puis, vous trouvez alors, dans Voyage au bout de la nuit, page 72 de l'édition, cette fameuse petite phrase que j'ai répétée pendant 15 ans sans que ça intéresse qui que ce soit, qui est une signature, qui est déjà, notre après-guerre faisait de ses premiers pas sur une musique négro-judéo-saxonne. Bon, tout le monde, tous les contemporains, Sartre, pour revenir à lui, Simone de Beauvoir, tous les gens, Lévi-Strauss, tous les admirateurs de voyage sont passés sur cette phrase sans qu'elle l'échappe. Alors, comment on peut expliquer ça, justement? Comment l'antisémitisme de Céline, qui avait été quand même dénoncé par certains, ou qui avait été entrevu, par exemple, Prévost, c'est un petit peu après, ou alors un certain Kaminski qui avait écrit Céline en chemise brune. Il y a des gens. C'est bien plus tard, c'est au moment des pamphlets, Kaminski. Kaminski, c'est quand même la guerre n'est pas encore venue, les persécutions sont déclenchées en Allemagne, et il y a un intellectuel d'origine allemande qui a le courage de dire Céline en chemise brune. Il n'a pas attendu les années 50 ou 70 pour le dire. Oui, mais son livre, c'est un petit rite sur l'eau. Alors que Bagatelle, c'est un énorme succès de librairie. Oui. Donc voilà. Comment ça se fait qu'il y a cet aveuglement des intellectuels français? Prévost, c'est plus intéressant parce que il a une tribune qui n'est pas énorme, mais il dénonce l'Église. Or, la pièce de Céline. Que le Canard enchaîné adore, en regrettant qu'elle ne soit pas jouée. Donc, ce que je veux dire, c'est que les sensibilités n'étaient absolument pas les mêmes à cette époque-là. Comment ça se fait, justement? Comment vous expliquez ça, vous, Philippe Alméraz, qui est spécialiste de Céline? Ça par le fait que les temps changent et qu'il y a des... Alors, il faut repartir, je repars tout à fait en arrière, puisque Céline est née l'année où le capitaine Dreyfus a été arrêté. Il est né à la naissance de l'affaire Dreyfus. Il a baigné pendant toute son père, on le sait, même s'il en a fait une caricature que peut-être exagéré, son père était anti-franc-mac, anti-juif, peut-être anticlérical aussi. En tout cas, son père était un peu surexcité. Et Céline... C'était la mentalité de beaucoup de boutiquiers. Hein. C'était banal. Oui. On a peut-être oublié que le conseil municipal de Paris, au début du siècle, était à majorité antisémite. Il y avait des conseillers municipaux un parti antisémite et la majorité du conseil municipal. Il a vécu. Et surtout, alors, on a oublié quelque chose, il ne faut pas uniquement expliquer les choses dans une seule direction. L'antisémitisme, selon moi, la nouvelle phase d'antisémitisme qui précède l'affaire Dreyfus, est un contre-coup de l'offensive anticléricale. Il est très clair, en 1880, il y a les lois Ferry, qui sont des lois d'exception. On a oublié les mesures d'exception contre les croyants et les prêtres. Les congrégations. Les congrégations et les prêtres. Les prêtres n'avaient pas le droit de se présenter à l'agrégation. Il y avait des lois d'exception, il y avait des lois d'exclusion. On a oublié. Bon, ceci dit, il y a une chose, moi, qui me titille dans votre livre, qui ne me choque, je ne sais pas, peut-être ça me choque, je me pose des questions. C'est que vous renvoyez, j'ai le sentiment que vous renvoyez dos à dos les positions antisémites donc des réactionnaires qui disent nous sommes persécutés par les juifs et les lois anticléricales c'est à cause des juifs, des francs-maçons et ça remonte à avant la Révolution, au siècle des Lumières, etc. Et en face, les laïcs, les républicains qui vont être Dreyfusards. C'est très bizarre votre position parce que c'est comme ils pèsent pas aussi lourd dans la balance. Oui, l'antisémitisme. Non, mais l'antisémitisme de cette époque est infiniment plus puissant que le courant inverse.
Ça dépend Dans la des, société ça dépend des française. périodes. Bah, Ça il y a eu dépend, la ça, commu- ça dépend la des réaction périodes. a Ça dépend des triomphé. moments. Ça dépend des moments. Si vous aviez vécu à Paris en 1905-1906 avec les inventaires où on a tué, ma paroisse c'était Saint-Pierre-le-Gros-Caillou, on a tué quelqu'un sur les marches Saint-Pierre. J'étais pas là pour le voir, mais on a tué des gens pour des histoires religieuses. Il faut pas oublier. C'était une époque très violente. Voilà ce qui m'intéresse. Et puis deuxièmement et peut-être plus important, il faut pas dire droite antisémitisme, gauche laïcisme, c'est pas vrai. Vous avez des gens beaucoup. L'antisémitisme était d'abord de gauche, était d'abord d'une certaine gauche. Je suis pas du tout d'accord. Vous prenez des gens comme Eugène Sue, vous prenez des gens comme Ernest Cœur de Roy, qui étaient des pamphlétaires qui se revendiquaient libertaires et anarchistes. Ont commencé dans la réaction et ensuite ont gardé jusqu'à la fin de leur vie. Oui, mais ils ont eu une première réaction au moment de l'affaire Dreyfus. La gauche a attendu. Ils n'étaient pas très convaincus. Ils voulaient pas s'en mêler. Jaurès n'était pas Dreyfusard. Il a mis du temps. Jaurès était anticlérical, etc., etc. Vous avez toutes ces choses. Les Juifs, c'était des petits Rothschild. S'ils étaient modestes, c'était des petits Rothschild. Autrement, c'était des grands Rothschild. Ils assimilaient le pouvoir de la banque. Complètement. N'oubliez pas non plus l'effet de la défaite de 70. Les Juifs venaient d'Alsace ou d'Allemagne, c'était donc des Allemands potentiels, c'était donc des traîtres potentiels. Il y avait une assimilation. Et alors, vous aviez donc des nationalistes qui étaient antisémites, mais il est prouvé sociologiquement que l'antisémitisme était d'abord un phénomène populiste. Les grandes familles, l'aristocratie n'était pas antisémite. Écoutez, je cite, je crois, dans mon livre, toute une série. Ils étaient antisémites, mais ils épousaient le sac. C'est très ambigu. Le duc de Gramont a épousé une fille de banquier, la Rochefoucauld a épousé, etc., etc., etc. Ils fumaient leur terre, comme on disait. Bon, il suffit de lire Proust pour voir que c'est pas aussi clair que ça. Mais revenons à Céline. Donc, Céline, c'est ce terreau-là. Donc, Céline, c'est le terreau. Mais alors, il faut pas pousser les choses d'une façon trop mécanique. Tous les gens qui sont nés l'année où le capitaine Dreyfus a été arrêté ne sont pas devenus antisémites. Non, mais je parle des influences. Oui, mais il est très clair que c'est l'espèce de compost sur lequel il est né. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que l'espèce le climat polémique. Il y a une chose que je ne vous vois pas souligner et expliquer, c'est que, je ne vais pas défendre Céline, c'est un monstre antisémite, mais bon, c'est qu'il a commencé par faire une thèse sur Semmelweis, qui est un juif qui a été brimé à Vienne pour avoir découvert qu'il fallait un minimum d'antiseptie, et donc il a été foutu à la porte et est devenu fou. Or, il fait de Semmelweis un juif, un héros. Mais il ne dit jamais qu'il est juif, hein, je crois pas. Il fait bien voir qu'elle est... Si, il y a quand même... Ah oui. Ah bon? Ah oui. Si, parce qu'on voit bien qu'il est brimé et écarté, si. Ou alors, faut être aveugle pour pas comprendre que c'est... Mais Céline est ou n'est pas antisémite, suivant la période, je crois. Il est... Suivant la période, comme toute la France. Non, mais il est intéressant de voir que d'un seul coup, les gens ont le courage de leurs opinions quand la masse va adopter ses opinions. Bizarrement, Céline va se déchaîner dans ses pamphlets quand vraiment ça craint, comment dire aujourd'hui, pour les Juifs. C'est-à-dire que Hitler est au pouvoir en Allemagne, les Allemands de l'opposition et Juifs commencent à fuir, les intellectuels, et à ce moment-là, ces intellectuels français retrouvent du courage, alors que l'antisémitisme après la guerre, en 1920, retombe un petit peu. Il y a eu l'union sacrée. L'anticléricalisme est mort, l'antisémitisme est mort. Il y a eu l'union sacrée, il y a eu la grande boucherie qui a réconcilié tout le monde. Et puis, il y a une période de grâce qui dure jusqu'aux années 30, où on est antisémite, on n'aime pas... on le manifeste. Céline, dans des lettres, dit vin clair et ce juif tortillon, ou quelque chose de ce genre. Ce sont des petites notations comme ça. Et puis, arrive la période, le Front Populaire, à direction Blum, et ça, et là, ça se déchaîne. Et là, il est ignominie, d'ailleurs, c'est de hurler avec les loups et de dire plutôt Hitler que Blum, quoi. Voilà. Plutôt Hitler, il l'écrit. Il y a une chose qui sur laquelle j'ai fait mon examen de conscience, parce que votre livre pose bien la question du silence et de l'oubli de son antisémitisme. Il y a une chose très étonnante à la Libération, en 1945, quand j'ai commencé à lire,
D'abord, on ne trouvait plus Céline dans les librairies, et j'ai même pas songé à lire Céline. Pour moi, c'était un monstre dont on m'avait parlé. Bon, bizarrement, à partir de 1960, je me suis mis à lire Le Voyage au bout de la nuit. J'ai eu un choc extraordinaire, puis Mort à crédit. Et j'ai fait ensuite une émission à la télé, alors que la télé, on ne parlait pas encore de Céline. Il y avait eu juste l'interview par Powell. Donc j'ai fait 2 heures sur Céline, mais seulement en 1969. Donc j'ai attendu. Mais je crois me rappeler que dans cette émission pendant 2 heures, je ne fais aucune allusion à l'antisémitisme de Céline. C'est-à-dire qu'il y avait de ma part une censure qui était de dire... On va pas revenir là-dessus. Et je crois que nous étions nombreux. On lisait Céline, nous en laissons tomber la part antisémite. Et je crois que tout ça a changé quand Le Pen est arrivé. Que tout d'un coup, on s'est dit, mais attention là, c'est un peu trop facile d'oublier ce que Céline a écrit. Moi, je me souviens avoir vu une émission sur Le Pen de télévision où la caméra se fixait sur un rayon de bibliothèque sur lequel il y avait les œuvres complètes de Céline. Dont les pamphlets. Alors, dernière question, vous êtes pour la réédition des pamphlets? Ouais. Avant un peu de musique pour radoucir l'ambiance. Vous êtes pour la réédition des pamphlets antisémites de Céline? Absolument, je ne suis pas pour les livres interdits, ni brûlés. Et à mon avis, c'est désamorcé. C'est pas interdit. Comment? C'est interdit à la C'est pas interdit, c'est interdit par les ayants droit. Par sa veuve. Par sa veuve. Et vous, Michel, vous êtes pour ou contre? Je suis assez partagé parce que... Non, je suis pas pour. Enfin, je ne l'interdirai pas. Bon, on aura l'occasion de reparler, hélas, de ce problème. Philippe Alméraz, Je suis le bouc, Céline et l'antisémitisme, chez De Noël. Et les invités de ce soir sont Philippe Alméraz et Gabriel Kinsa. Philippe Alméraz, dans Je suis le bouc, publié chez De Noël, démontre que l'antisémitisme de Céline, contrairement à ce que certains admirateurs complaisants ou indulgents ont voulu faire, eh bien, il démontre que l'auteur du Voyage au bout de la nuit, son racisme, c'est pas ou son antisémitisme, c'est la même chose, c'est pas un coup de folie, c'était pas un coup de folie, un accident intellectuel. Cet antisémitisme, il s'enracine en profondeur dans une certaine culture, entre guillemets, française, dans des préjugés, des influences, hélas, bien anciennes. Alors, du passage Choiseul, où Céline passe à son enfance, à la rue du 4 septembre, il n'y a que quelques pas que je franchirai. Vous voyez que j'ai l'art des transitions. Je suis le bouc, Philippe Alméraz, c'est le titre du livre de cet essai sur l'antisémitisme de Céline et l'antisémitisme, pour être plus exact. Alors, c'est tiré d'une lettre à Le Vigan qu'avait adressée Céline. Et à Paras. Alors, 20 ans que ça dure, que ce soit sous l'occupation à Sigmar, c'est-à-dire Sigmaringen, où il y avait de tristes mémoires le gouvernement en exil de la France Collabo, ou à Montmartre, je suis le bouc. Alors, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'il se veut être le bouc émissaire, alors que dans les années qui précédaient, sombres années, les boucs émissaires de la société française, c'était les Juifs, et Céline a contribué à leur persécution. Oui, mais alors là, vous parlez-vous d'abord il dit ça en 49, hein, 45-49, déjà 4 ans sont déjà passés. Il y a eu les 4 années dont vous parlez, mais il avait publié ses pamphlets, sauf les Beaux Draps 41, il les avait publiés en 37 et en 38, donc il parlait de l'avant-guerre. Ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les témoins de cette époque ont perdu la mémoire ou en ont changé. C'est-à-dire que les gens qui avaient lu Céline à cette époque-là ont oublié qu'ils l'avaient lu ou ils ont eu une lecture différente. C'est l'exemple de Simone de Beauvoir qui disait que c'est à partir de Mort à crédit qu'elle s'était rendue compte de quelque chose à cause du mépris que Céline manifestait pour les petites gens. Petites gens n'aurait pas été un terme célinien. Et puis deuxièmement, dans Mort à crédit, ça commence par une admirable page sur pauvre Madame Vitruve, la concierge, qui va mourir, et c'est un très beau morceau de compassion de Céline. Donc, le témoignage est faux. Pourquoi est-ce que Simone de Beauvoir a besoin de cette lecture rétrospective? C'est parce que Sartre a pris dans La nausée une phrase du 3e acte de l'Église publiée en 33. Qui est une pièce antisémite. Le 3e acte. Le 3e acte. Non, pas tout à fait. Le 3e acte est antisémite. Le héros du 3e acte s'appelle Judensweg, ce qui, je veux dire en bon français, le but juif. Et Sartre était germanisant, il pouvait donc lire ça. Alors, on a dit, j'ai entendu dire par des Céliniens, que Sartre n'avait pas lu la pièce, que c'est suggéré que Simone de Beauvoir, elle avait lu pour lui, et lui avait donc passé une réplique de Judensweg. Autrement dit, nous avons affaire à
des témoins, des faux témoins. Bon, des faux témoins, c'est-à-dire des gens qui ont une mémoire sélective et qui font une coupure entre le Céline du voyage et le Céline de Mora Crédit et le Céline des pamphlets. Et le Céline de toujours, parce que vous restituez Céline dans une culture française, entre guillemets, antisémite. Vous remontez très loin, vous dites, vous remontez à la belle époque. Il y a des raisons externes, comme on dit, et des raisons internes. Les raisons externes, c'est qu'il y a les premières manifestations du non-gauchisme de Céline, c'est dans les lettres à Élifort, qu'on date et qui sont toujours datées. Grand historien d'art, faut préciser qu'il était Élifort. Dans lesquelles Céline dit, il parle du super con Aragon, dit moi qui joue pas mal du grand piano, je ne vais pas jouer avec cette bande d'idiots. Il dit aussi le peuple n'existe pas, ça n'est que cette tourbe, etc., etc., etc. Et il dit nous allons vers la dictature, nous courons, etc., etc. Élifort essaie de l'embringuer dans l'association des artistes et écrivains révolutionnaires. Et Céline regimbe, ne veut pas. On date ces lettres de 34, c'est-à-dire d'après le 6 février. J'ai prouvé pour ma part qu'elles datent juste, elles sont contemporaines de Voyage au bout de la nuit. Céline envoie son livre à son confrère Faure, qui était médecin, et Faure lui répond, et la correspondance démarre de cette façon-là. Donc, Céline a déjà des positions très particulières, et en tout cas, il n'est pas un homme de gauche, comme tout le monde le dit et le répète, dès 1932. Et puis, vous trouvez alors, dans Voyage au bout de la nuit, page 72 de l'édition, cette fameuse petite phrase que j'ai répétée pendant 15 ans, sans que ça intéresse qui que ce soit, qui est une signature, qui est déjà, notre après-guerre faisait de ses premiers pas sur une musique négro-judéo-saxonne. Bon, tout le monde, tous les contemporains, Sartre, pour revenir à lui, Simone de Beauvoir, tous les gens, Lévi-Strauss, tous les admirateurs de voyage sont passés sur cette phrase sans qu'elle l'échappe. Alors, comment on peut expliquer ça, justement? Comment l'antisémitisme de Céline, qui avait été quand même dénoncé par certains, ou qui avait été entrevu, par exemple, Prévost, c'est un petit peu après, ou alors un certain Kaminski qui avait écrit Céline en chemise brune. Il y a des gens. C'est bien plus tard, c'est au moment des pamphlets, Kaminski. Mais Kaminski, c'est quand même la guerre n'est pas encore venue, les persécutions sont déclenchées en Allemagne, et il y a un intellectuel d'origine allemande qui a le courage de dire Céline en chemise brune. Il n'a pas attendu les années 50 ou 70 pour le dire. Oui, mais son livre, c'est un petit rite sur l'eau. Alors que Bagatelle, c'est un énorme succès de librairie. Oui. Donc voilà. Comment ça se fait qu'il y a cet aveuglement des intellectuels français? Prévost, c'est plus intéressant parce que il a une tribune qui n'est pas énorme, mais il dénonce l'Église. Or, la pièce de Céline. La pièce de Céline, que le Canard enchaîné adore, en regrettant qu'elle ne soit pas jouée. Donc, ce que je veux dire, c'est que les sensibilités n'étaient absolument pas les mêmes à cette époque-là. Comment ça se fait, justement? Comment vous expliquez ça, vous, Philippe Alméraz, qui est spécialiste de Céline? Ça par le fait que les temps changent et qu'il y a des... Alors, il faut repartir, je repars tout à fait en arrière, puisque Céline est née l'année où le capitaine Dreyfus a été arrêté. Il est né à la naissance de l'affaire Dreyfus. Il a baigné pendant toute son père, on le sait, même s'il en a fait une caricature que peut-être exagéré, son père était anti-franc-mac, anti-juif, peut-être anticlérical aussi. En tout cas, son père était un peu surexcité. Et Céline... C'était la mentalité de beaucoup de boutiquiers, hein. C'était banal. Oui. On a peut-être oublié que le conseil municipal de Paris, au début du siècle, était à majorité antisémite. Il y avait des conseillers municipaux un parti antisémite et la majorité du conseil municipal. Il a vécu. Et surtout, alors, on a oublié quelque chose, il ne faut pas uniquement expliquer les choses dans une seule direction. L'antisémitisme, selon moi, la nouvelle phase d'antisémitisme qui précède l'affaire Dreyfus, est un contre-coup de l'offensive anticléricale. Il est très clair, en 1880, il y a les lois Ferry, qui sont des lois d'exception. On a oublié les mesures d'exception contre les croyants et les prêtres. Les congrégations. Les congrégations et les prêtres. Les prêtres n'avaient pas le droit de se présenter à l'agrégation. Il y avait des lois d'exception, il y avait des lois d'exclusion. On a oublié. Bon, ceci dit, il y a une chose, moi, qui me titille dans votre livre, qui ne me choque, je ne sais pas, peut-être ça me choque, je me pose des questions. C'est que vous renvoyez, j'ai le sentiment que vous renvoyez dos à dos les positions
position antisémite donc des réactionnaires qui disent nous sommes persécutés par les juifs et les lois anticléricales c'est à cause des juifs, des francs-maçons et ça remonte à avant la Révolution, au siècle des Lumières, etc. Ouais. Et en face, les laïcs, les républicains qui vont être Dreyfusards. C'est très bizarre votre opposition parce que c'est comme ils pèsent pas aussi lourd dans la balance. Oui, l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme de cette époque est infiniment plus puissant que le courant inverse. Ça dépend des périodes. Ça dépend des moments. Si vous aviez vécu à Paris en 1905-1906 avec les inventaires où on a tué, ma paroisse c'était Saint-Pierre-le-Gros-Caillou, on a tué quelqu'un sur les marches Saint-Pierre, j'étais pas là pour le voir, mais on a tué des gens pour des histoires religieuses, il faut pas oublier. C'était une époque très violente, voilà ce qui m'intéresse. Et puis, deuxièmement, et peut-être plus important, il faut pas dire droite, antisémitisme, gauche, laïcisme, c'est pas vrai. Vous avez des gens l'antisémitisme était d'abord de gauche, était d'abord d'une certaine gauche. Je suis pas du tout d'accord. Vous prenez des gens comme Eugène Sue, vous prenez des gens comme Ernest Cœur de Roy, qui étaient des pamphlétaires qui se revendiquaient libertaires et anarchistes. Ont commencé dans la réaction et ensuite ont gardé jusqu'à la fin de leur vie. Oui, mais ils ont eu une première réaction au moment de l'affaire Dreyfus. La gauche a attendu, ils n'étaient pas très convaincus, ils voulaient pas s'en mêler. Jaurès n'était pas Dreyfusard. Il a mis du temps. Jaurès était anticlérical, etc., etc. Vous avez toutes ces choses. Les Juifs, c'était des petits Rothschild. S'ils étaient modestes, c'était des petits Rothschild. Autrement, c'était des grands Rothschild. Ils assimilaient le pouvoir de la banque. Complètement. N'oubliez pas non plus l'effet de la défaite de 70. Les Juifs venaient d'Alsace ou d'Allemagne, c'était donc des Allemands potentiels, c'était donc des traîtres potentiels. Il y avait une assimilation, et alors vous aviez donc des nationalistes qui étaient antisémites, mais il est prouvé sociologiquement que l'antisémitisme était d'abord un phénomène populiste. Les grandes familles, l'aristocratie n'était pas antisémite. Je cite, je crois, dans mon livre, toute une série. Ils étaient antisémites, mais ils épousaient le sac. C'est très ambigu. Oui. Le duc de Gramont a épousé une fille de banquier, la Rochefoucauld épousait, etc., etc., etc. Ils fumaient leur père, comme on disait. Bon, il suffit de lire Proust pour voir que c'est pas aussi clair que ça. Mais revenons à Céline. Donc, Céline, c'est ce terreau-là. Donc, Céline, c'est le terreau. Mais alors, il faut pas pousser les choses d'une façon trop mécanique. Tous les gens qui sont nés l'année où le capitaine Dreyfus a été arrêté ne sont pas devenus antisémites. Non, mais je parle des influences. Oui, mais il est très clair que c'est l'espèce de compost sur lequel il est né. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que l'espèce de le climat polémique. Il y a une chose que je ne vous vois pas souligner et expliquer, c'est que, je ne vais pas défendre Céline, c'est un monstre antisémite, mais bon, c'est qu'il a commencé par faire une thèse sur Semmelweis, qui est un juif qui a été brimé à Vienne pour avoir découvert qu'il fallait un minimum d'antiseptie, et donc il a été foutu à la porte, il est devenu fou. Or, il fait de Semmelweis un juif, un héros. Mais il ne dit jamais qu'il est juif, hein, je crois pas. Il fait bien voir qu'elle est... Si, il y a quand même... Ah oui. Ah bon? Ah oui. Si, parce qu'on voit bien qu'il est brimé et écarté, si. Ou alors, faut être aveugle pour pas comprendre que c'est... Mais Céline est ou n'est pas antisémite suivant la période, je crois. Il est... Suivant la période, comme toute la France. Non, mais il est intéressant de voir que, d'un seul coup, les gens ont le courage de leurs opinions quand la masse va adopter ses opinions. Bizarrement, Céline va se déchaîner dans ses pamphlets quand vraiment ça craint, comment dire aujourd'hui, pour les Juifs. C'est-à-dire que Hitler est au pouvoir en Allemagne, les Allemands de l'opposition et Juifs commencent à fuir, les intellectuels, et à ce moment-là, ces intellectuels français retrouvent du courage, alors que l'antisémitisme après la guerre, en 1920, retombe un petit peu. Il y a eu l'union sacrée. L'anticléricalisme est mort, l'antisémitisme est mort. Il y a eu l'union sacrée, il y a eu la grande boucherie qui a réconcilié tout le monde. Et puis, il y a une période de grâce qui dure jusqu'aux années 30, où on est antisémite, on n'aime pas... on le manifeste. Céline, dans des lettres, dit Vinclair et ce juif tortillon, quelque chose de ce genre. Sont des petites notations comme ça. Et puis, arrive la période, le Front populaire, à direction bleue,
Blum, et ça, il y a... Et là, ça il y se a- déchaîne. Boum, Et là, l'ignominie, d'ailleurs, c'est de hurler avec les loups et De de... dire plutôt Hitler que Blum, quoi. Voilà. Plutôt il écrit. Il y a une chose qui sur lequel j'ai fait mon examen de conscience, parce que votre livre pose bien la question du silence et de l'oubli de son antisémitisme. Il y a une chose très étonnante à la Libération, enfin en 45 quand j'ai commencé à lire, d'abord on ne trouvait plus Céline dans les librairies, et je n'ai même pas songé à lire Céline. Pour moi, c'était un monstre dont on m'avait parlé. Bon, bizarrement, à partir de 1960, je me suis mis à lire Le Voyage au bout de la nuit, j'ai eu un choc extraordinaire, puis mort à crédit, et j'ai fait ensuite une émission à la télé, alors que à la télé, on ne parlait pas encore de Céline. Il y avait eu juste l'interview par Powells. Donc j'ai fait 2 heures sur Céline, mais seulement en 1969. Donc j'ai attendu. Mais je crois me rappeler que dans cette émission pendant 2 heures, je ne fais aucune allusion à l'antisémitisme de Céline. C'est-à-dire qu'il y avait de ma part une censure qui était de dire... On va pas revenir là-dessus. Et je crois que nous étions nombreux. On lisait Céline, nous en laissons tomber la part antisémite. Et je crois que tout ça a changé quand Le Pen est arrivé. Que tout d'un coup, on s'est dit, mais attention là, c'est un peu trop facile d'oublier ce que Céline a écrit. Moi, je me souviens avoir vu une émission sur Le Pen de télévision où la caméra se fixait sur un rayon de bibliothèque sur lequel il y avait les œuvres complètes de Céline. dont les pamphlets. Alors, dernière question, vous êtes pour la réédition des pamphlets Ouais. avant un peu de musique, pour radoucir l'ambiance. Vous êtes pour la réédition des pamphlets antisémites de Céline? Absolument, je ne suis pas pour les livres interdits, ni brûlés. Et à mon avis, c'est désamorcé. C'est pas interdit. Comment? C'est interdit à la C'est pas interdit, c'est interdit par les ayants droit. Par sa veuve. Par sa veuve. Et vous, Michel, vous êtes pour ou contre? Je suis assez partagé parce que... non, je suis pas pour. Enfin, je ne l'interdirai pas. Bon, on aura l'occasion de reparler, hélas, de ce problème. Philippe Alméraz, Je suis le bouc, Céline et l'antisémitisme, chez De Noël.